C'est la journée internationale des startups. Mais pourquoi si peu de startups se transforment en champions du numérique? On va poser la question à nos invités sur ce plateau. Pour en parler avec nous, François-Xavier Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le PDG de EasyBlue. C'est une plateforme d'assurance digitale basée sur l'intelligence artificielle qui accompagne les entrepreneurs et les freelances en proposant des services d'assurance, bien sûr, et de coaching aussi à hauteur des moyens des petites structures. Avec nous également Paulin Pasco, cofondateur d'Agriconomie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors là encore, il s'agit d'une plateforme multiservice dédiée aux agriculteurs en particulier. Agriconomie s'est fait d'abord connaître par un site de e-commerce spécialisé dans les approvisionnements agricoles. Et puis, vous proposez maintenant une offre complète d'outils en ligne pour optimiser la gestion et améliorer la rentabilité. Et puis avec nous également, mais à distance, Nicolas Guay, PDG et cofondateur de Wellmo. Vous m'entendez ? Très bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc Wellmo, c'est une agence immobilière 100% digitale, spécialisée dans la vente. C'est la première agence full web en France. Vous défiez les agences immobilières classiques, si j'ose dire, en faisant le pari d'accompagner les vendeurs et les acheteurs en ligne, en cassant les prix des frais d'agence. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors ma première question, elle sera pour vous, François-Xavier Combe. Vous estimez, il me semble, que les grands acteurs de l'assurance n'accompagnent pas suffisamment les petites structures, les entrepreneurs en période de crise. Alors, moi, je vais vous demander, au-delà de l'assurance, est-ce que finalement les entrepreneurs sont bien accompagnés tout court ? Alors, excellente question. Nous, c'est le constat qu'on a fait chez EasyBlue, c'est que quand on monte sa boîte, aujourd'hui, on a énormément de sujets à traiter. Il faut traiter de la compta, de la fiscalité, du droit, évidemment des assurances. Et non, au sens large, aujourd'hui, il y a beaucoup de trous dans la raquette pour bien accompagner les entrepreneurs. Néanmoins, on voit émerger ce que nous, on aime bien appeler l'entrepreneur augmenté, qui est en fait, on est en train de rentrer dans cette ère où finalement, à l'image de technologies robotiques qui sont mises à disposition de l'ouvrier, du soldat, et ben nous, on pense que l'entrepreneur qui a 10 milliards de trucs à faire, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas augmenté grâce à ce que nous, on est en train de développer, c'est-à-dire de l'innovation de la technologie, avec la banque, avec l'assurance chez EasyBlue évidemment, et tous ces services deviennent accessibles à des prix vraiment, là il y a un aspect de démocratisation, et il n'y a pas de raison que le petit entrepreneur soit mal accompagné, et tous ces outils vont lui permettre de se focuser sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire son talent, se déployer son business, et là je pense que c'est très enthousiasmant de se dire qu'on rentre dans cette ère de l'entrepreneur augmenté. Et de votre côté, Paulin Pasco, vous aviez cet accompagnement pour passer de... Vous aviez déjà créé une plateforme de e-commerce, mais pour passer du e-commerce à ce que vous proposez aujourd'hui, il fallait quand même prendre une nouvelle envergure. Oui, vous aviez l'accompagnement ? je vais reprendre ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Je pense qu'en France, on a aussi la chance d'avoir un écosystème qui se construit, qui accompagne de plus en plus les entrepreneurs et les entreprises. On a de très belles écoles qui nous forment des talents que nous pouvons recruter. Donc on est quand même en France assez chanceux. On a un écosystème qui grossit aussi sur les investissements dans les startups, des corporates qui s'y mettent, des fonds d'investissement qui se développent. Donc on est quand même en France assez chanceux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment. Alors, je vais poser la question à Nicolas Guay et puis vous répondrez chacun votre tour. Quand vous avez créé tous les trois votre entreprise, l'objectif c'était quoi ? Devenir une grande entreprise ? Est-ce que vous pouvez répondre en premier, Nicolas Guay ? L'objectif de licorne, de géant français, tout ça c'est déjà dans votre tête quand vous créez Wellmo ? Pas du tout. À la base, c'était vraiment de répondre à un besoin. Donc, Wellmo est une agence immobilière en ligne. Et aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous n'avez que deux solutions pour vendre, soit entre particuliers, soit par une agence immobilière, mais dont le service n'avait pas réellement évolué et avait mauvaise presse. Donc, c'était vraiment d'apporter une solution alternative. Et après, de fil en aiguille, et en fonction de la réponse de nos clients, des consommateurs, qu'ils soient vendeurs et acheteurs, on s'est aperçu qu'il y avait réellement un besoin. Et de là, en fait, intervient aussi l'ambition déjà des cofondateurs. Est-ce qu'on a les épaules assez solides ? Est-ce que notre service va rencontrer un marché ? On a un gros travail, c'est ce que l'un des intervenants disait également, de démocratisation, d'évangélisation, d'éducation de notre marché, de communiquer sur notre offre. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle un peu notre product market fit, on se dit, bon, ben, OK, on peut aller plus loin. Et là, l'ambition de vouloir être leader, que ce soit français, mais même européen ou international, commence à émerger. J'ai l'impression qu'on a tendance quand même un petit peu plus
à se freiner quand on commence à créer son entreprise. C'est-à-dire d'abord on va voir si ça marche, si on répond aux besoins et ensuite on pourra se projeter dans un plus grand marché. Est-ce que ça veut dire qu'en France il manque peut-être une démarche politique, en tout cas un accompagnement ou alors une fédération pour porter les entreprises vers l'étape supérieure? Je dirais qu'en France, on se focalise, excusez-moi pour cet anglicisme, très souvent sur le marché français. Alors que des entreprises américaines, des entreprises israéliennes, parce que c'est un pôle start-up très fort, pensent tout de suite international. Mais encore une fois, ça change. Avec l'Europe, avec les moyens de transport, on voit que les entreprises essayent de se développer beaucoup plus rapidement à l'international. Mais en France, voilà, on parle français, on a des règles françaises, les règles sont différentes et un peu plus compliquées parfois à l'étranger. Donc c'est pas si simple. Mais oui, on pense en premier lieu français alors qu'on doit penser international pour nos entreprises. Et si j'aimerais rebondir sur votre première question, pourquoi on a créé nos boîtes? Est-ce que l'objectif était de devenir un champion, une licorne, etc. D'ailleurs, il faudrait qu'on définisse ce qu'est un champion, on en parlait juste avant. Mais je pense que la majorité des entrepreneurs se posent la question, ok, j'ai un marché devant moi qui est compliqué, comment est-ce que je le rends plus simple? J'ai un marché qui est injuste, comment est-ce que je le rends plus juste? Et c'est un peu ça qui nous tient, nous les entrepreneurs, c'est de résoudre un problème. Et donc voilà, c'est pas uniquement l'objectif financier de taille qui nous tient, sinon on lâche très vite. Parce que la vie d'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Donc en fait, il y a un problème de philosophie presque entre la start-up et la grande entreprise. C'est ça qui vous différencie aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. Alors, pour abonder dans ce sens-là, je pense que c'est fondamental. Et c'est aussi ce qui va émerger dans le monde qu'on connaît maintenant, c'est la mission. Moi, pourquoi j'ai fait EasyBlue? Parce que je voyais plein d'entrepreneurs qui galéraient, qui ne comprenaient rien aux assurances, qui ne comprenaient pas que des voitures puissent rouler toutes seules et qu'on ne puisse pas prendre son contrat d'assurance pro sur son téléphone. Et quand j'ai vu ça, en fait, je dis, OK, moi, ma mission, c'est de rendre le chemin, l'aventure entrepreneuriale plus sûr, plus sécurisé. Parce que finalement, l'assurance, c'est ça. On est animé par une mission et tous les gens qui viennent avec nous, aujourd'hui dans le monde des startups, ils veulent ça, ils veulent du sens. On peut donner du sens en visant de nouveaux marchés, en visant l'Europe. Il y a aucune, c'est pas du tout incompatible, mais je pense que le point de départ, puisque c'était votre question, qu'est-ce qui vous a animé au départ? C'est la mission. Et après, on a la chance de manier des technologies qui n'ont pas de frontières. Le langage informatique, il est universel. Et c'est ça qui est génial, c'est que nos technos, elles peuvent s'exporter partout, là où effectivement on a des clients, des utilisateurs qui ont besoin de nous. Donc il n'y a pas de limite. On peut parler techno, justement. On commence par vous, puisque vous m'amenez sur le sujet. Chez EasyBlue, vous proposez un coach virtuel. C'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, un robot, un chatbot? Qui est-il? Il a un prénom, Henri. Très bien. Voilà, qui est notre coach, le premier coach d'assurance en ligne. Là aussi, en fait, on se rend compte d'une équation très complexe parce que quand on ne raisonne que équation financière, eh bien, on se voit que tous ces petits entrepreneurs sont laissés pour compte. On parlait de démocratisation. Clairement, la technologie, l'intelligence artificielle est un véhicule formidable pour apporter de la qualité et du conseil à tous ces entrepreneurs. C'est ce que fait Henri. Vous êtes entrepreneur, futur créateur, vous allez sur notre site et en moins de 3 minutes, Henri va vous accompagner et vous fait un diagnostic des risques. Donc ça ressemble un petit peu à une appli de sport. Vous allez avoir votre radar, une checklist qui est personnalisée et après, évidemment, il vous fait le programme sur mesure pour pouvoir vous protéger. Et ça, tous ceux qui le font trouvent ça génial parce que, évidemment, sans la techno, on ne peut pas le faire. Évidemment, il y a de l'intelligence humaine derrière aussi, oui, c'est sûr. Il faut rappeler qu'on ne déshumanise pas en augmentant les services avec la technologie. Pas du tout. Et encore une fois, il faut quitter ce fantasme-là. Et nous, en tout cas, on ne l'a pas chez EasyBlue. Il n'y aura pas de service de qualité sans humain. Mais il y a un certain nombre de tâches. Je parlais de l'entrepreneur augmenté. Aujourd'hui, la technologie permet de soulager à grande échelle un certain nombre de tâches. Et nous, chez nous, le service client, c'est fondamental. Et donc, voilà, c'est aussi les valeurs des champions de demain. Quel est le NPS, quel est le taux de recommandation des clients, qu'est-ce que vous apportez comme vraie valeur. Et là, il faut aussi des humains, des experts qui sont capables d'accompagner au bon moment et quand le client en a besoin. C'est aussi ça qui est nouveau. 100% partagé. Ce qui a fait la réussite aussi d'Agriconomie, c'est l'alliance qu'on a réussi à faire entre la technologie et l'humain, entre les algorithmes qu'on a construits pour simplifier la vie des agriculteurs et le savoir-faire de nos collaborateurs qui travaillent et œuvrent au quotidien pour les agriculteurs. Vous savez que ça devait être un pari
de proposer une solution numérique, d'arriver avec votre technologie, vos outils dans un secteur qu'on ne révolutionne pas vraiment en fait par les outils qu'on propose. L'agriculture, c'est un secteur où il y a tout à faire encore d'un point de vue technologique. L'agriculteur a toujours su répondre aux enjeux de l'humanité, et on le voit depuis le premier jour de l'humanité. Donc là, aujourd'hui, on a une transition digitale qui est nécessaire pour améliorer la performance économique, la performance environnementale des entreprises. Et il y a une idée reçue qu'il faut qu'on se retire de nos têtes. Les agriculteurs sont connectés. Bien sûr. Les agriculteurs vont en ligne, les agriculteurs utilisent des nouvelles technologies et en ont besoin. Donc oui, on ne révolutionne pas un milieu, mais on va aider une transition qui est nécessaire dans le secteur agricole en permettant à nos agriculteurs d'acheter beaucoup plus facilement tout ce dont ils ont besoin, en leur apportant une transparence de marché qui leur permette d'économiser de l'argent et d'économiser du temps, qui est crucial dans une exploitation agricole. Alors, on parlait d'intelligence artificielle. Nicolas Gay, vous avez intégré vous-même chez Wellmo une formule. Vous avez introduit l'intelligence artificielle dans votre solution. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que c'est un exemple aussi, le full web. On parlait de gommer les limites sur les marchés. Quand on parle de full web, la question ne se pose plus du tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? C'est vrai, d'autant plus dans notre secteur d'activité. C'est un projet de vie, un achat ou une vente. Comme vous l'avez bien dit, il ne faut pas faire l'amalgame entre digitalisation et déshumanisation. Au contraire, chez nous, on a créé un algorithme qui permet, par exemple, à un propriétaire qui souhaiterait vendre son bien, de connaître le nombre d'acheteurs potentiels pour son bien immobilier en quelques clics, en répondant à quelques critères, et tout ça en ligne. Il est possible aussi de pré-réserver un rendez-vous avec l'un de nos agents en fonction des disponibilités et du projet avec le bon agent. Je veux dire par là que la digitalisation du processus de vente, il y a plusieurs étapes dans le processus de vente, on a une proposition de valeur qui s'adresse autant aux vendeurs, aux acheteurs, qu'aux agents immobiliers aussi, puisqu'on parle beaucoup de réorganisation au travail, et aujourd'hui avec notre modèle, on permet à nos agents immobiliers de vendre partout en France sans se déplacer. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal pour un agent immobilier de vendre de chez soi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses, mais il est aidé, il est grandement aidé grâce à l'automatisation de tâches chronophages à faible valeur ajoutée, à la digitalisation, et ça lui permet d'apporter au contraire plus de conseils, d'humaniser davantage le conseil, et la digitalisation, une fois de plus, ça permet d'apporter un service beaucoup plus qualitatif, et donc en parallèle aussi de faire des économies, et donc de proposer un prix en dessous de ce qui se pratique habituellement. Vous pensez que des solutions comme la vôtre peuvent cohabiter encore avec des agences physiques, des agences plus classiques, ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra choisir entre créer une entreprise digitale qui propose un service complètement virtualisé, puisque c'est ce que vous faites, ou est-ce qu'on pourra cohabiter toujours avec des services dans la vraie vie et des services sur le web? Alors, il y a de la place pour tout le monde. Le marché est quand même assez colossal. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui... Vous cassez les prix quand même, donc vous allez remettre aussi en question ce marché-là. Totalement. Mais comme je le disais, alors on n'est pas sur un marché, ce qu'on appelle winner takes all. L'achat et la vente d'un bien, ça intervient, on va dire, tous les 10 ans en moyenne en France. Sur Paris, ce sera à peu près tous les 5 ans. Donc, on n'est pas sur un marché, voilà, comme je disais, winner takes all. Après, on propose une offre vraiment nouvelle, une nouvelle expérience client qui est réussie parce qu'aujourd'hui, on a 50% de nos ventes qui sont issues de la recommandation. Donc, ça veut dire qu'il y a une satisfaction de l'offre. Et puis, comme on est une agence immobilière en ligne, forcément, on fait attention à notre e-réputation. Maintenant, oui, ce qui est certain, c'est qu'on va gagner des parts de marché, que ce soit d'un point de vue national, mais même européen ou international, et que l'agence immobilière de quartier aujourd'hui, qui ne prend pas le virage de la digitalisation, fonce droit dans le mur à moyen terme. C'est une évidence. Maintenant, il y a de la cohabitation. On est concurrents, mais je pense qu'en apportant cette solution nouvelle, ça nous permet aussi de remettre en question, de les remettre en question, de repenser leur modèle, repenser leur process, apporter une nouvelle expérience. Et une fois de plus, pourquoi on a décidé de créer Wellmo, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même 3 vendeurs sur 4 qui tentent de vendre sans intermédiaire.
pas par plaisir, mais par défaut, pour éviter des commissions d'agence trop élevées, un service qui n'a pas évolué, et là intervient la nouvelle technologie, la digitalisation, l'intelligence artificielle et la transparence. Et là, la transparence, il y avait un grand manque de transparence pour des raisons humaines, mais aussi pour des raisons technologiques. Alors, vous parliez de révolutionner le secteur. En fait, c'est ce que vous avez tous les trois voulu faire. Vous, en accompagnant la transition digitale, vous, en bousculant un petit peu le secteur de l'assurance pour créer un accompagnement qui, pour vous, n'existait pas. Walmo, on l'a dit, répondre à un besoin et à un problème de tarifs inaccessibles. Donc, en fait, l'ambition d'une start-up, quand on la crée en France, elle est très poétique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, d'abord, on veut répondre à une mission, on veut répondre à un besoin plutôt qu'à un marché global, et puis surtout, on a envie de révolutionner le secteur, en fait. Non, sans mission, on ne peut pas créer. Si vous voulez créer, il faut que vous puissiez embarquer avec vous des talents, et ces talents-là, ils viennent pour une mission. Donc sans mission, pour moi, c'est impossible de créer une entreprise. Si en France, on doit changer quelque chose, je pense, c'est avoir peut-être plus de financement pour nos entreprises, avoir des entrepreneurs qui pensent plus gros dès le départ, parce que on finit par se faire manger par des grands groupes américains. C'est la question, on va en parler. Aujourd'hui, chinois. Il faut qu'en France et en Europe plus largement, parce qu'on n'y arrivera pas seul, c'est pour moi une question européenne, comment est-ce qu'on arrive à transformer des champions locaux européens en champions internationaux. Ça, c'est l'enjeu qu'ont nos responsables politiques, ont nos entrepreneurs avec le mindset, ont nos collaborateurs, nos fonds d'investissement, etc. C'est un enjeu national et européen. D'ailleurs, c'est Cédric O qui a lancé le Scale Up Europe pour encourager les entreprises au niveau européen et non plus français. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Vous parliez des grandes entreprises, on va en dire deux mots. Aujourd'hui, soit on évolue dans son milieu, soit on va trop vite, on est en hyper-croissance, et là, on va être englouti par une grande entreprise, sans forcément parler des GAFAM, mais des gros groupes aujourd'hui rachètent les concurrents pour souvent ne rien en faire de bon derrière. Vous avez déjà envisagé, si on vous propose d'être acheté par un grand groupe, alors oui, on parle ici, chacun vous avez un engagement, une mission, mais le fait est que c'est quand même assez tentant d'intégrer une grande structure avec de grands moyens. Il n'y a pas d'alternative entre accepter de rentrer chez un grand groupe qui nous rachète ou se débrouiller tout seul. Si, il y a évidemment ce que tu disais à l'instant, c'est aussi tout l'écosystème de capital risque. Et là aussi, il y a vraiment une culture à continuer à entretenir et à forcer pour faire naître des géants, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous les potentiels. C'est ça qui est franchement frustrant. On a les grandes écoles, on a les talents, on a cette jeunesse française qui a une envie de s'engager, qui veut du sens à sa vie et qui est prête à révolutionner des pans entiers de notre économie. Et aujourd'hui, il faut les protéger quelque part. Donc il faut les financer, il faut y croire et ne pas toujours regarder outre-Atlantique en disant « mais vous voyez ces géants, ils vont tous nous venger ». Non, mais pourquoi on n'y va pas nous aussi? Donc il faut aller encore plus vite et avec encore plus de conviction. Et pour ça, il faut convaincre les investisseurs d'investir chez vous avant que vous soyez en hypercroissance. Eh bien, en fait, c'est plus facile si on est déjà en hypercroissance de convaincre les investisseurs. Bah oui. C'est pour ça qu'il y a la French Tech, c'est pour ça qu'il y a le Next 40. Bien sûr. On est toujours ciblé sur les entreprises qui ont déjà fait leurs preuves de ce point de vue-là. Donc il faudrait peut-être l'étape d'avant. En France, il y a quand même beaucoup d'institutions, beaucoup d'incubateurs qui vont accompagner les porteurs de projets, qui vont tester un projet, tester un marché, et qui ensuite vont se transformer en entreprise. Ça, on a pléthore, je pense, d'incubateurs, d'accélérateurs en France, qui sont d'ailleurs parmi les meilleurs en Europe. Pour lancer. Et je pense que l'écosystème est vraiment en train de se structurer. Je vais parler. Et de se compléter. Des fois, j'ai l'impression d'être un papy entrepreneur quand on a commencé à réfléchir à monter Agriconomie avec mes deux associés en 2012. Mais on voit une vraie différence entre ce qu'on a vécu en 2012, 2013, 2014 et ce qu'on vit aujourd'hui avec ne serait-ce que mes parents qui ne comprenaient pas du tout ce qu'était une start-up. Et aujourd'hui, on a tous les éléments. Aujourd'hui, ça rentre dans la culture française et c'était nécessaire. Et on voit que tout ce qui est mené par le gouvernement actuel ou le précédent, tous les entreprises de capital risque et de private equity qui se développent, les corporates qui lancent des corporate VC, qui investissent dans les fonds d'investissement. Donc ça bouge en France.
Donc ça bouge et tout le monde est optimiste en fait, si j'ai bien compris. De toute façon, ce sera le mot de la fin. C'est la clé du succès, c'est le carburant. L'optimisme. S'il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas de révolution. Et ça, c'est aussi la dimension poétique des startups. Tout à fait. Merci beaucoup François-Xavier Combe d'être venu nous présenter donc EasyBlue. Quant à vous, Paulin Pasco, vous êtes le cofondateur d'Agriconomie et Nicolas Gué qui était avec nous également, cofondateur de Wellmo. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous dans le monde du libre juste après la pause.